Le jour de la fête des mères, mon mari et mon fils m'ont offert un mug sur lequel il était écrit « La femme la plus inutile du monde ». Ils ont ri comme si c'était une blague. J'ai souri, j'ai débarrassé la table et j'ai fait la vaisselle. Ce soir-là, j'ai réservé un billet aller simple. 2 semaines plus tard, il a publié « S'il vous plaît, si quelqu'un la voit, dites-lui que nous voulons juste qu'elle rentre à la maison ». Je me suis réveillé à 5h30 ce matin-là, comme tous les matins. L'alarme de mon téléphone a sonné doucement, et je l'ai éteinte avant qu'elle ne puisse réveiller Kevin. Il avait besoin de son sommeil pour la partie de golf qu'il avait prévue plus tard. Je me suis glissé hors du lit discrètement, mes pieds trouvant les chaussons que je gardais de mon côté, et j'ai descendu les escaliers à pas feutrés dans le noir. La maison m'appartenait pendant ces premières heures. Calme, paisible. Avant que les exigences ne commencent, avant que je ne devienne ce que tout le monde avait besoin que je sois, j'avais cette petite parcelle de temps qui n'appartenait qu'à moi. Je l'utilisais pour me préparer pour eux. J'ai commencé par le café. Kevin aimait le sien fort, 2 cuillères par tasse, prêt au moment où il descendait. J'ai réglé la minuterie pour qu'il finisse de couler à 6h45, exactement quand il apparaissait habituellement. Pendant que la machine gargouillait et sifflait, j'ai sorti les ingrédients du réfrigérateur. Des myrtilles que j'avais achetées fraîches hier. Des œufs de la boîte que je gardais sur l'étagère du milieu. Du lard du boucher, le lard épais que Derek préférait. J'ai mélangé la pâte à crêpes à partir de rien parce que celle en boîte n'avait jamais le bon goût. J'ai fait frire le lard jusqu'à ce qu'il soit croustillant mais pas brûlé, comme Kevin insistait pour qu'il soit. J'ai coupé des fraises et les ai disposées en motif sur les bonnes assiettes en porcelaine, celles que nous n'utilisions que pour les occasions spéciales. Je voulais que cette journée soit spéciale. Je voulais qu'il le remarque. La cuisine sentait la cannelle, la vanille et l'espoir. Un espoir pathétique, en y repensant maintenant. Mais à ce moment-là, je croyais que cette année pourrait être différente. Je croyais qu'il verrait l'effort, qu'il reconnaîtrait l'amour que je mettais dans chaque petit geste. J'ai mis la table avec soin. Fourchette à gauche, couteau à droite, serviette pliée en triangle. J'ai utilisé le bol en cristal que la mère de Kevin nous avait offert comme cadeau de mariage pour la salade de fruits. J'ai poli 2 traces sur la surface avec mon tablier avant de le remplir. Tout devait être parfait. L'uniforme de baseball de Derek était déjà suspendu près de la porte, lavé et repassé. Ses crampons étaient propres, les lacets remplacés la semaine dernière quand j'ai remarqué que les anciens s'effilochaient. Sa bouteille d'eau était remplie et attendait dans le réfrigérateur. J'avais vérifié le calendrier des matchs 3 fois pour m'assurer que j'avais noté la bonne heure. 14h, terrain à domicile. Je serai là, dans les gradins comme toujours, à l'encourager même s'il ne jouait presque plus. C'était ma vie. C'était ce que j'avais construit en 12 ans de mariage et 17 ans de maternité, si l'on compte la grossesse. J'ai abandonné ma carrière quand Derek avait 2 ans. J'avais été coordinatrice marketing dans une entreprise du centre-ville, un travail que j'aimais, un travail où j'étais doué. J'étais en bonne voie pour une promotion au poste de coordinatrice senior. Mon patron m'avait dit lors de ma dernière évaluation que j'avais un avenir là-bas, que l'entreprise voyait du potentiel en moi. Mais Kevin a dit qu'il était logique que l'un de nous reste à la maison. Son travail payait plus, son travail avait de meilleurs avantages, son travail avait plus de potentiel de croissance. Et quelqu'un devait être disponible pour Derek, pour les rendez-vous chez le médecin, les sorties d'école et les jours de maladie qui accompagnent l'éducation d'un enfant. J'ai accepté parce que je croyais en la construction de quelque chose ensemble. Je croyais que le sacrifice était le fondement de la famille. Je pensais que nous étions une équipe. Alors j'ai démissionné. Je suis resté à la maison. J'ai appris à structurer toute mon existence autour du soutien à l'avancement de Kevin et de l'éducation de Derek pour qu'il devienne une bonne personne. J'ai assisté à toutes les réunions parents-professeurs, même celles pour lesquelles Kevin disait qu'il était trop occupé. J'ai coordonné chaque collecte de fonds de l'école, passant des heures dans les réunions de l'association des parents d'élèves à écouter d'autres mères débattre entre la vente de gâteaux et le lavage de voitures. Je me suis souvenu de chaque anniversaire de la famille élargie de Kevin, j'ai acheté chaque cadeau, signé nos 2 noms sur chaque carte. J'ai appris à cuisiner les recettes de sa mère exactement comme elle les faisait, même si elles nécessitaient des ingrédients que je devais conduire 30 minutes pour trouver dans une épicerie spécialisée. Je repassais les chemises de travail de Kevin chaque dimanche soir pendant qu'il regardait le match du jour à la télévision. 5 chemises,
parfaitement repassée, suspendue dans son placard, organisée par couleur. Il ne m'a jamais remercié. Il s'attendait juste à ce qu'elle soit là. J'ai transformé notre maison en quelque chose de plus beau que lorsque nous l'avions achetée. J'ai peint les murs. J'ai restauré des meubles. J'ai planté un jardin qui fleurissait dans des couleurs coordonnées. Quand les collègues de Kevin venaient dîner, ils le complimentaient sur sa belle maison. Il acceptait leurs louanges sans jamais mentionner que j'avais fait tout le travail. Quelque part dans tout ce don, j'ai oublié de demander ce que je recevais en retour. Ou peut-être que j'avais peur de demander parce que je connaissais déjà la réponse. Rien. Je ne recevais rien, sauf le privilège de continuer à donner. Les signes avant-coureurs étaient là depuis des années. J'ai simplement refusé de les voir. La fête des mères de l'année dernière, Kevin m'a offert une plante en pot qu'il avait prise dans une station-service en rentrant du travail. Les fleurs étaient déjà fanées, la terre sèche. Elle est morte 2 semaines plus tard parce que personne ne l'a arrosée sauf moi, ce qui semblait aller à l'encontre du but même de recevoir une plante en cadeau. L'année d'avant, il avait complètement oublié jusqu'à ce que Derek le lui rappelle au petit déjeuner. Kevin avait levé les yeux de ses céréales, les yeux s'écarquillant légèrement en réalisant quel jour c'était, et avait dit « Oh, bonne fête des mères ». Pas de cadeau, pas de carte, juste 3 mots prononcés avec le même enthousiasme que « passe-moi le sel ». La sœur de Kevin, Rebecca, a fait une blague lors d'un barbecue familial l'été dernier. Nous étions tous autour du grill et quelqu'un m'a demandé ce que je faisais. Avant que je puisse répondre, Rebecca a ri et a dit « Heather, c'est en gros la bonne qui n'est pas payée ». Tout le monde a ri, y compris Kevin. Il a ri de la blague de sa sœur sur le fait que j'étais une travailleuse domestique non rémunérée pendant que je tenais une assiette de pain à hamburger que je venais de finir de griller. Derek a commencé à m'appeler Heather au lieu de maman quand il était avec ses amis. La première fois que je l'ai entendu, nous étions à son match de baseball. Un de ses coéquipiers a demandé qui j'étais, et Derek a dit « c'est Heather ». Pas ma mère, juste Heather. Comme si j'étais quelqu'un qu'il connaissait à peine. Kevin a commencé à me présenter lors des événements professionnels comme ma femme sans utiliser mon nom, comme si mon identité n'était qu'un appendice de la sienne, quelque chose qui existait en relation avec lui plutôt qu'en soi. Ces moments se sont accumulés comme de la poussière, si progressivement que je n'ai pas remarqué que j'étouffais jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Je me suis dit qu'ils étaient stressés. Kevin travaillait de longues heures. Derek était un adolescent confronté à la pression scolaire. Les garçons sont des garçons. J'étais trop sensible. Je réagissais de manière excessive. Je faisais une montagne d'une taupinière. Je leur trouvais des excuses parce que l'alternative était insupportable. Et puis est arrivé ce matin de la fête des mères. Kevin est entré le premier dans la cuisine, portant le polo de golf que j'avais repassé et suspendu dans son placard la nuit dernière. Derek a suivi, encore en pyjama, les cheveux en bataille. Aucun d'eux ne m'a souhaité une bonne fête des mères tout de suite. Au lieu de cela, ils ont échangé un regard, un coup d'œil qui est passé entre eux comme un secret, quelque chose de conspirateur qui a noué mon estomac d'une appréhension inexplicable. Derek a immédiatement sorti son téléphone, le dirigeant vers moi. J'ai pensé qu'il voulait peut-être prendre une photo, quelque chose de gentil à poster sur les réseaux sociaux, montrant quel fils attentionné il était. Kevin tenait un simple sac de pharmacie, non emballé, même pas un sac cadeau avec du papier de soie, juste un sac en plastique de la pharmacie du coin, le genre qu'on vous donne quand vous allez chercher une ordonnance ou que vous achetez quelque chose à la dernière minute. Mon cœur s'est serré, mais j'ai continué à sourire. Sourire, c'était ce que je faisais. Je souriais à travers l'inconfort. Je souriais à travers la déception. Je souriais à travers l'érosion progressive de tout ce que je pensais construire. J'ai souri jusqu'à ce que mon visage me fasse mal à force de maintenir l'expression. Kevin m'a tendu le sac avec un sourire trop large, trop empressé. Il ressemblait à quelqu'un qui croyait avoir exécuté quelque chose d'incroyablement malin. J'ai mis la main à l'intérieur et j'ai senti de la céramique. Un mug. Pendant un bref et stupide instant, je me suis permis d'espérer qu'il pourrait y avoir quelque chose de significatif. Meilleure maman du monde. Ou même juste maman. Quelque chose qui reconnaissait que je comptais. Je l'ai sorti et j'ai lu les mots. La femme la plus inutile du monde. Et c'est là qu'ils ont commencé à rire. Leurs rires n'ont pas cessé. Ils sont devenus plus forts,
s'alimentant les uns les autres, s'étendant pour remplir chaque recoin de la cuisine que j'avais récuré hier en prévision d'aujourd'hui. Kevin s'est penché en avant, s'agrippant au bord du comptoir pour se soutenir, comme si la purillarité du moment avait affaibli ses genoux. Derek avait des larmes qui coulaient sur son visage, son téléphone toujours pointé sur moi, enregistrant toujours, capturant chaque microseconde de mon humiliation en haute définition. Je suis resté là, tenant le mug, en céramique blanche, du genre qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin de farce et attrape pour 7 $. Les lettres noires étaient imprimées dans une police sans empattement audacieuse, impossible à mal lire. La femme la plus inutile du monde. Chaque mot a frappé séparément. Monde. Plus. Inutile. Femme. Mon cerveau peinait à traiter ce que je voyais. Cela ne pouvait pas être le vrai cadeau. Il devait y avoir autre chose, un vrai cadeau caché quelque part, attendant le bon moment pour apparaître. Cela devait être la mise en place d'une blague avec une chute qui recadrerait tout, qui ferait disparaître la cruauté et la remplacerait par quelque chose de supportable. Mais Kevin ne cherchait pas un autre cadeau. Derek ne disait pas « je t'ai eu ». Il n'y avait pas de deuxième acte à cette performance. C'était ça. C'était ce qu'il pensait de moi, distillé en 3 mots et imprimé sur un mug pour mon cadeau de la fête des mères. J'ai regardé Kevin, cherchant sur son visage le moindre signe qu'il comprenait ce qu'il venait de faire. Ses yeux brillaient d'amusement. Sa bouche était étirée en un sourire qui montrait trop de dents. Il avait l'air fier, vraiment fier, comme s'il avait accompli quelque chose digne de célébration. Derek a légèrement baissé son téléphone, s'essuyant les yeux avec le dos de sa main libre. Il souriait toujours, se prélassant toujours dans la blague partagée avec son père. Ils se tenaient tous les deux là, dans ma cuisine, unis dans leur divertissement, liés par ma douleur. Le mug semblait lourd dans mes mains, incroyablement lourd. Il n'aurait dû rien peser, juste quelques onces de céramique et d'émail. Mais j'avais l'impression de tenir quelque chose de beaucoup plus dense, comme si je tenais le poids de chaque moment où je m'étais convaincu que j'étais apprécié alors que j'étais seulement toléré. Chaque fois que je leur avais trouvé des excuses. Chaque fois que je m'étais dit que j'étais trop sensible. Chaque sacrifice que j'avais fait en croyant qu'il construisait quelque chose. Tout était dans ce mug. Tout était réduit à une chute de blague. Kevin a finalement cessé de rire assez longtemps pour parler. Il s'est essuyé les yeux de façon dramatique et a dit « ton visage ». Oh mec, ton visage était parfait. Derek, tu as eu ça. Derek a hoché la tête, rejouant la vidéo sur l'écran de son téléphone. Je l'ai. C'est de l'or. De l'or. Mon choc était de l'or pour eux. Ma douleur était du contenu à partager et à se moquer par des gens qui ne me connaissaient même pas. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose. Je ne suis pas sûr de ce que j'avais l'intention de dire. Peut-être que j'allais demander s'ils étaient sérieux. Peut-être que j'allais leur dire que ce n'était pas drôle. Peut-être que j'allais demander pourquoi ils pensaient que c'était acceptable. Mais avant que des mots ne sortent, je me suis entendu rire à la place. Ce n'était pas un vrai rire. C'était un son que je faisais avec ma gorge et ma bouche, une performance d'amusement que mon corps produisait automatiquement après 12 ans d'entraînement. J'avais appris à rire des blagues faites à mes dépens. J'avais appris à être bonne joueuse, à démontrer que je pouvais l'encaisser, à prouver que je n'étais pas une de ces femmes trop sensibles qui ne supportaient pas l'humour. Alors j'ai ri. Un son creux, vide, qui n'a atteint ni mes yeux, ni ma poitrine, ni aucune partie de moi qui était réelle. Kevin a semblé soulagé. Tu vois, elle comprend. Je t'avais dit qu'elle trouverait ça drôle. Derek a hoché la tête, rangeant son téléphone dans sa poche. La vidéo était enregistrée en toute sécurité pour une utilisation ultérieure. Ouais, maman est cool comme ça. Maman est cool comme ça. Maman peut encaisser une blague. Maman ne se soucie pas d'être traitée d'inutile le seul jour de l'année censé la célébrer. J'ai répondu quelque chose d'autodérisoire. Je ne me souviens plus des mots exacts maintenant. Quelque chose comme « Eh bien, vous n'avez pas tort ». Ou, au moins, c'est honnête. Une participation verbale à ma propre dégradation qui leur a donné la permission de se sentir bien dans ce qu'ils avaient fait. Kevin m'a tapoté l'épaule comme on tapoterait un chien qui vient d'apprendre à s'asseoir sur commande. C'est ma fille. Toujours un si bon sens de l'humour. Puis il s'est détourné de moi et s'est assis à table. Derek a suivi,
se laissant tomber sur sa chaise habituelle avec l'aisance décontractée de quelqu'un qui n'avait pas juste participé à une cruauté émotionnelle. Ils ont commencé à manger le petit déjeuner que j'avais préparé, les crêpes que j'avais faites à partir de rien, le lard que j'avais cuit à la texture exacte qu'ils préféraient, les fruits que j'avais disposés sur la bonne porcelaine. Ils ont mangé et parlé comme si de rien n'était. Kevin a mentionné que son heure de départ pour le golf était à 11h, donc il devrait partir à 10h30. Derek lui a rappelé le match de baseball à 14h. Kevin a demandé à Derek s'il avait assez étudié pour ses examens finaux. Derek a haussé les épaules et a dit, probablement. Aucun d'eux ne m'a remercié pour le petit déjeuner. Aucun n'a mentionné la nourriture, l'effort, l'heure que j'avais passée à tout préparer pendant qu'il dormait. Aucun ne s'est excusé pour le mug. Aucun n'a demandé si j'allais bien. Je suis resté près du comptoir, tenant toujours le mug, écoutant leur conversation. Mon esprit semblait étrangement détaché de mon corps. J'observais la scène de l'extérieur, observant cette femme en tablier tenant un cadeau cruel pendant que sa famille mangeait, riait et planifiait sa journée autour de son absence. Quelque chose en moi a changé à ce moment-là. Pas de façon spectaculaire, pas avec un signe extérieur qu'ils auraient pu remarquer. C'était plus discret que ça, plus fondamental. C'était le son d'une porte qui se fermait, le sentiment d'une décision prise sans pensée consciente. J'en avais fini. J'ai posé le mug sur le comptoir avec précaution. Puis j'ai commencé à débarrasser la table. Kevin et Derek n'ont pas bougé pour aider. Ils ne le faisaient jamais. Ils se sont simplement adossés à leur chaise pendant que je me penchais autour d'eux pour ramasser les assiettes et les couverts. J'ai tout porté à l'évier et j'ai ouvert l'eau. Nous avions un lave-vaisselle, un bon que j'avais recherché et choisi il y a 2 ans, mais j'ai quand même fait la vaisselle à la main. La répétition mécanique me donnait quelque chose à faire de mes mains pendant que mon esprit analysait ce qui venait de se passer. Le savon créait des bulles qui sentaient le citron artificiel. J'ai frotté chaque assiette à fond, rinçant le sirop et les miettes. Derrière moi, Kevin et Derek sont allés dans le salon. J'ai entendu la télévision s'allumer, le volume augmentait alors qu'ils trouvaient un match de basket à regarder. Leur voix résonnait dans la maison, discutant des statistiques des joueurs et des classements des équipes. Une conversation normale, facile et confortable, non alourdie par la conscience que quelque chose venait de se briser de manière irréparable dans cette famille. J'ai regardé par la fenêtre au-dessus de l'évier. Le jardin que j'avais planté était visible d'ici. Les roses fleurissaient, d'un rouge profond et parfaitement formé parce que je m'en occupais chaque semaine. Je leur donnais de l'engrais spécialisé. Je taillais les tiges mortes. Je les arrosais pendant les périodes sèches. Tout ce que je touchais dans cette maison s'épanouissait, prospérait et était magnifique. Tout sauf moi. J'ai pensé au mug posé sur le comptoir derrière moi. La femme la plus inutile du monde. J'ai pensé au téléphone de Derek enregistrant mon choc, capturant ma douleur pour être rejoué et partagé avec des gens qui ne connaîtraient jamais le contexte, qui ne verraient que la surface de la blague sans comprendre ce qu'elle signifiait. J'ai pensé au manque total de conscience de Kevin qu'il venait de détruire quelque chose qui ne pouvait pas être réparé. Sa conviction sincère que je trouverais cela drôle, que je rirais avec eux, que j'accepterais ce dernier rejet de ma valeur avec grâce et humour. Il ne savait pas qu'il venait de mettre fin à notre mariage. Il ne savait pas que la femme qui faisait la vaisselle à cet évier planifiait déjà son départ. Il ne savait pas que sa femme inutile était sur le point de devenir son ex-femme. J'ai séché mes mains sur le torchon, les plié soigneusement et les accroché à son crochet désigné. Puis je suis passé devant le salon où ils étaient assis à regarder la télévision. Aucun n'a levé les yeux. Aucun ne m'a appelé. Aucun n'a remarqué que je quittais la pièce. J'ai monté les escaliers jusqu'à notre chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Je me suis assise au petit bureau dans le coin où je gardais les dossiers de la maison et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé, projetant une lumière bleue sur mon visage. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur en mode incognito et j'ai tapé une phrase dans la barre de recherche. Vol aller simple. Mes mains tremblaient en faisant défiler les options. Pas de peur, pas de doute. De quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose qui ressemblait à de l'anticipation, à du soulagement, à la première bouffée d'air après avoir été trop longtemps sous l'eau. Je partais. Il fallait juste que je décide où. Portland, Oregon.
Je l'ai sélectionné dans la liste des destinations disponibles parce que c'était assez loin pour que Kevin ne pense pas à me chercher là-bas et parce que je n'y étais jamais allé. Pas de souvenirs, pas d'association, juste de la distance et la possibilité de devenir quelqu'un de nouveau. Le vol partait dans 2 semaines. 14 jours pour me préparer. 14 jours pour démanteler une vie que j'avais passé 12 ans à construire sans que personne ne remarque ce que je faisais. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis descendu. Kevin et Derek étaient toujours dans le salon, absorbés par le match de basket. Je suis passé devant eux pour aller à la buanderie et j'ai commencé à trier le linge. Le blanc avec le blanc, les couleurs avec les couleurs. La même routine que j'avais effectuée des centaines de fois. Sauf que cette fois, je comptais. Je comptais combien de mes propres vêtements je pouvais emporter sans créer un vide notable dans le placard. Je comptais combien de paires de chaussures je pouvais prendre sans laisser d'espace vide qui pourrait soulever des questions. Je comptais les jours jusqu'à ce que je n'ai plus jamais à trier les chaussettes de Kevin. Ce premier jour a établi le modèle pour les 13 suivants. Je suis devenu un fantôme dans ma propre maison, suivant des routines familières tout en préparant secrètement mon départ. J'ai préparé le déjeuner de Derek pour l'école le lendemain matin. Sandwich à la dinde, tranche de pommes, barre de céréales, le même déjeuner que j'avais préparé des centaines de fois. Je l'ai laissé dans le réfrigérateur avec son nom écrit sur le sac au marqueur. J'ai repassé les chemises de Kevin pour la semaine, 5 d'entre elles organisées par couleur dans son placard. J'ai plié ses sous-vêtements et réapprovisionné son tiroir de chaussettes. Je me suis assuré que son sac de sport était prêt pour son entraînement du mardi matin. Tout devait paraître normal. Le mardi soir, Kevin avait un dîner de travail, un de ces événements où les conjoints étaient censés être présents, où je devais sourire et faire une conversation agréable avec des gens qui se souvenaient à peine de mon nom d'un événement à l'autre. J'ai porté une robe bleu marine et des boucles d'oreilles en perles. J'ai ri à la blague de son patron, Martin, sur le fait que les épouses étaient les vrais patrons à la maison, tandis que les hommes autour de la table riaient d'un air entendu. La femme de Martin, Sandra, était assise en face de moi, sirotant du vin blanc et hochant la tête. Elle et moi avions assisté à des dizaines de ces dîners ensemble au fil des ans. Nous avions échangé des recettes et des recommandations de pressing. Nous avions fait la petite conversation sur nos enfants et nos jardins. Mais nous n'étions pas amis. Nous étions des accessoires pour la carrière de nos maris, des éléments agréables lors des rassemblements d'entreprise. J'ai souri à Sandra et je l'ai interrogée sur la recherche d'université de sa fille. Elle a parlé pendant 10 minutes des visites de campus et des dissertations de candidature. J'ai hoché la tête au bon moment et j'ai posé des questions de suivi qui montraient que j'écoutais. Personne à cette table n'avait la moindre idée que j'étais déjà parti, que dans moins de 2 semaines, je serais dans un avion pour une ville dont aucun d'eux ne savait même que j'avais envisagé d'y aller. Le jeudi, je me suis assise dans les gradins au match de baseball de Derek. C'était un match à l'extérieur. 40 minutes de route pour regarder mon fils s'asseoir sur le banc pendant cette manche. Il a eu l'occasion de frapper une fois en 9e manche et a été éliminé sur 3 lancers. J'ai applaudi quand même, avec les autres mères qui accomplissaient le même rituel de soutien enthousiaste, quelle que soit la performance réelle. Carol Jenkins était assise à côté de moi, comme d'habitude. Son fils jouait en 3e base. Elle a parlé des chances de l'équipe d'atteindre les régionales et m'a demandé si j'allais me porter volontaire pour le comité du banquet de fin de saison. Je lui ai dit que je vérifierais mon calendrier et que je lui répondrais. Je savais que je ne serais pas là pour le banquet de fin de saison. Je serais à Portland, commençant un nouveau travail, vivant dans un appartement qui ne contenait aucun souvenir d'avoir été traité d'inutile. Personne n'a remarqué que j'étais déjà ailleurs. J'avais perfectionné cette performance au fil d'années où j'étais fonctionnellement invisible, présente mais absente, physiquement ici mais mentalement ailleurs. La nuit, après que Kevin se soit endormi, j'ai transféré de l'argent de notre compte joint vers un nouveau compte que j'avais ouvert dans une autre banque. J'ai gardé les montants petits, $50 le lundi, $75 le mercredi, $60 le vendredi. Assez petits pour ne déclencher aucune alerte, pour se fondre dans le flux normal des dépenses du ménage. Le nouveau compte était à mon nom seul, dans une banque de l'autre côté de la ville avec laquelle Kevin n'avait aucun lien. Je l'avais ouvert le lundi après-midi, pendant le temps que je passais habituellement à faire les courses. La représentante du compte, une jeune femme nommée Michelle, avait traité les documents efficacement et m'avait remis une carte de débit temporaire. Elle n'a pas demandé pourquoi j'ouvrais un compte séparé.
Elle a simplement souri professionnellement et m'a souhaité une bonne journée. À la fin de la première semaine, j'avais déplacé $800 sur le nouveau compte. Pas assez pour vivre longtemps, mais assez pour commencer. Assez pour une caution sur un appartement. Assez pour de la nourriture jusqu'à ce que je trouve du travail. Le lundi de la deuxième semaine, j'ai pris rendez-vous avec une avocate. J'ai trouvé le nom de Patricia Brennan grâce à une recherche en ligne d'avocats spécialisés en divorce, spécialisés dans les cas impliquant une complexité financière et un partage des biens. Son site web présentait des témoignages de femmes qui la décrivaient comme féroce et stratégique. C'est ce dont j'avais besoin, pas de sympathie, de stratégie. Son bureau était au centre-ville, au-dessus d'un café appelé Morning Brew. J'ai dit à Kevin que j'allais faire les courses et que je serais de retour dans 2 heures. Il a à peine levé les yeux de son ordinateur portable quand je suis parti. Le bureau de Patricia sentait le cuir et les vieux livres. Les meubles étaient en bois sombre, substantiels et d'aspect cher. Des diplômes de droit encadrés étaient accrochés au mur derrière son bureau. Elle devait avoir la cinquantaine, avec des cheveux gris coupés en un carré net et des lunettes suspendues à une chaîne autour de son cou. Elle m'a serré la main fermement et m'a fait signe de m'asseoir. Puis elle a sorti un bloc-notes juridique et un stylo et a dit « Racontez-moi tout ». Je lui ai parlé du mug, des rires, de 12 ans de mariage où j'avais progressivement disparu dans le rôle de gestionnaire de maison non rémunéré, du renoncement à ma carrière, des dîners d'entreprise. Des matchs de baseball et du travail invisible sans fin qui faisaient fonctionner la vie de tout le monde. Patricia a pris des notes d'une écriture précise, posant parfois des questions de clarification. Depuis combien de temps étions-nous mariés? Possédions-nous des biens en commun? Quel compte de retraite existait? Y avait-il eu des incidents documentés de violences verbales ou de mauvais traitements émotionnels? Quand j'ai fini, elle a posé son stylo et s'est adossée à sa chaise. Elle m'a regardé avec une expression que je n'ai pas tout à fait pu déchiffrer. Pas de la pitié. Autre chose. De la reconnaissance, peut-être. Voici ce que vous devez comprendre, dit-elle. La position la plus puissante à partir de laquelle vous pouvez négocier est celle où vous êtes déjà parti. Une fois que vous êtes parti, il ne peut pas vous manipuler. Il ne peut pas vous culpabiliser. Il ne peut pas utiliser la proximité pour vous user. Vous contrôlez le récit et le calendrier. Elle a expliqué les lois sur la communauté de biens. Dans notre État, les biens acquis pendant le mariage étaient considérés comme appartenant conjointement, quel que soit celui qui gagnait le revenu. La maison où nous vivions, achetée il y a 8 ans, était un bien communautaire. Le compte de retraite de Kevin, financé tout au long de notre mariage, était un bien communautaire. Le portefeuille d'investissement qu'il gérait, qui avait grandi pendant notre mariage, était un bien communautaire. Vous avez sacrifié votre carrière pour soutenir son avancement, a dit Patricia. Cela a une valeur monétaire. Vous avez fourni un travail domestique non rémunéré qui lui a permis de se concentrer sur son travail sans distraction. Cela a une valeur monétaire. Vous avez droit à la moitié de tout, et je peux m'assurer que vous l'obtenez. Elle m'a demandé si j'étais prête à me battre. J'ai réalisé que j'étais prête depuis des années. J'avais juste besoin que quelqu'un me dise que j'en avais le droit. Je l'ai engagée avant de quitter le bureau. Elle m'a donné des instructions pour les prochaines étapes, documenter tout, rassembler les dossiers financiers, collecter des preuves de contribution et de mauvais traitements, construire un dossier en béton. Au cours des jours suivants, je suis devenu une archiviste de ma propre vie. J'ai photographié chaque pièce de la maison, documentant les améliorations que j'avais apportées, les murs que j'avais peints, les luminaires que j'avais installés, les étagères encastrées que j'avais conçues et fait construire dans le salon. J'ai fait des copies de 12 ans de déclaration de revenus conjointes. J'ai téléchargé des relevés bancaires montrant les flux d'argent pendant notre mariage. J'ai imprimé des évaluations de performance de mon ancien poste de marketing, preuve de la trajectoire de carrière que j'avais abandonnée. J'ai fait des captures d'écran des publications de Derek sur les réseaux sociaux. Celle où il me taguait comme la cuisinière avec un emoji qui rit. L'histoire Instagram où il me filmait en train de nettoyer la cuisine avec la légende service de nettoyage gratuit. Le TikTok où il plaisantait sur le fait que j'étais son chauffeur Uber personnel. J'ai sauvegardé les emails que Kevin avait envoyés à des collègues. Celui où il se plaignait que je veuille assister à un événement professionnel, me traitant de difficile ou pour avoir voulu être incluse. Celui où il faisait une blague sur les épouses et leur passe-temps coûteux, alors que mon seul passe-temps était d'entretenir la maison dans laquelle ils vivaient.
Chaque preuve était une autre brique dans le mur que je construisais entre mon ancienne vie et ce qui allait suivre. Le dossier grossissait chaque jour. Documentation des contributions, preuve du mépris, preuve que j'avais été là, que j'avais compté, même s'il ne l'avait jamais remarqué. Le matin de mon départ, je me suis réveillé à 5h30 comme d'habitude. J'ai préparé le petit déjeuner, des crêpes encore, mais pas les spéciales de la fête des mères. Juste des crêpes ordinaires faites avec le mélange du garde-manger. J'ai sorti la tasse de café de Kevin et le jus d'orange de Derek. Ils sont descendus à leurs heures habituelles. Kevin a mentionné qu'il avait une conférence régionale qui le retiendrait jusqu'à tard. Derek m'a rappelé qu'il avait des examens cette semaine et qu'il étudierait chez son ami Marcus après l'école. Aucun n'a demandé quels étaient mes plans. Aucun n'a remarqué que je portais la robe bordeaux que Kevin avait autrefois critiquée. Aucun n'a vu la valise que j'avais chargée dans ma voiture à l'aube, cachée dans le coffre sous une vieille couverture. Après leur départ, j'ai traversé la maison une dernière fois. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas triste. J'ai simplement observé des pièces qui appartiendraient bientôt à la vie de quelqu'un d'autre. J'ai fermé la porte derrière moi sans la verrouiller. Laissons Kevin s'en occuper quand il rentrerait dans une maison vide. J'ai conduit jusqu'à l'aéroport, les mains stables sur le volant. Les frais de stationnement de l'aéroport se sont accumulés dans le lot C à long terme pendant que je signais un bail pour un studio meublé dans le sud-est de Portland. La propriétaire était une femme nommée Iris, probablement dans la soixantaine, avec des cheveux argentés attachés en un chignon lâche et des lunettes de lecture suspendues à une chaîne perlée autour de son cou. Elle m'a rencontré à l'entrée de l'immeuble, une structure étroite de 3 étages coincée entre un magasin de vêtements vintage et un restaurant thaïlandais. Le quartier sentait le café et le trottoir trempés par la pluie. Les gens passaient avec des sacs en toile et des vélos, se déplaçant au rythme tranquille de ceux qui avaient choisi ce quartier spécifiquement parce qu'il n'exigeait pas de performance. Iris a déverrouillé la porte du rez-de-chaussée et m'a conduite jusqu'au 2e étage. L'appartement était au 3e étage, unité 3B. Elle m'a remis les clés sans poser de questions. Aucune demande sur la raison pour laquelle je louais meublé, aucune curiosité sur d'où je venais ou pourquoi j'étais arrivé avec une seule valise. Elle a simplement indiqué où se trouvait le thermostat, expliqué que les poubelles étaient ramassées le mardi, et a mentionné que le marché du coin restait ouvert jusqu'à 23h si j'avais besoin de quelque chose. L'appartement était petit. Une seule pièce qui servait de chambre et de salon, avec une kitchenette le long d'un mur et une salle de bain à peine assez grande pour se retourner. Les meubles étaient dépareillés mais propres, un futon avec une housse bleue délavée, une petite table avec 2 chaises, une étagère contenant des livres que le locataire précédent avait laissés. La fenêtre donnait sur des rues étroites bordées de vieux arbres qui commençaient tout juste à prendre leur couleur d'automne. C'était à moi. C'était la seule chose qui comptait. Personne ici ne savait que j'avais été une épouse ou une mère ou la chute d'une blague cruelle. Personne ne connaissait l'histoire du mug, des rires, ou des 12 années que j'avais passées à disparaître dans la vie de quelqu'un d'autre. J'ai déballé ma seule valise, suspendant les vêtements dans le petit placard, plaçant les articles de toilette dans l'armoire de la salle de bain. Tout ce que je possédais dans cette ville tenait dans une seule valise, et il restait encore de la place pour ce que j'avais abandonné. Ce premier soir, je suis allé au marché du coin qu'Iris avait mentionné. C'était le genre d'endroit qui vendait des produits biologiques à côté de marques conventionnelles, où des panneaux écrits à la main annonçaient du miel local et du pain fraîchement cuit. J'ai rempli un panier avec des aliments que j'aimais vraiment. Du fromage cheddar fort au lieu du type doux que Kevin préférait. Du pain au levain au lieu du blé complet. Du café avec une vraie saveur au lieu de la marque fade que Derek trouvait correcte. Des fraises parce que j'en avais envie, pas parce que quelqu'un d'autre en avait demandé. Le caissier, un jeune homme avec plusieurs piercings aux oreilles et un sourire amical, a mis mes courses dans un sac et m'a souhaité une bonne soirée. Je les ai ramenés à mon appartement et j'ai tout rangé dans le petit réfrigérateur. Ma nourriture, mes choix, ma vie. J'ai préparé le dîner avec ce que j'avais acheté. Fromage, pain et fraises. Simple. Exactement ce que je voulais. J'ai mangé assise sur l'escalier de secours, accessible par la fenêtre, regardant le coucher de soleil sur des toits que je ne reconnaissais pas. Le ciel est devenu orange, rose et violet, des couleurs si saturées qu'elles semblaient artificielles. J'étais seul, complètement seul, dans une ville où je ne connaissais personne. Et je ne me sentais pas seul. Il y avait une différence que je découvrais entre la solitude et la solitude choisie. La solitude,
c'était vouloir une compagnie qu'on n'avait pas. Ça, c'était la liberté. Le lundi matin, j'ai mis à jour mon CV. 12 ans apparaissait comme une interruption dans mon historique d'emploi, un espace vide là où une carrière aurait dû être. J'ai décrit ce que j'avais fait pendant ces années dans un langage qui traduisait le travail domestique en terminologie d'entreprise. Gestion du ménage est devenue coordination des opérations. Budgétisation est devenue planification financière. Bénévolat est devenu gestion de projets et relations avec les parties prenantes. J'ai postulé à 17 postes dans des agences de marketing à travers Portland. Le mercredi, j'avais reçu des réponses de 5 d'entre elles. 3 étaient des rejets polis, citant mon absence prolongée du domaine. 2 demandaient un entretien. Le premier entretien a eu lieu dans une grande entreprise du centre-ville. Le responsable du recrutement, un homme d'une quarantaine d'années portant un costume cher, a passé la majeure partie de la réunion à me demander pourquoi j'avais pris tant de temps d'arrêt et si j'étais vraiment engagé à retourner au travail. Il a utilisé des expressions comme compétences rouillées et expérience dépassée. J'ai quitté cet entretien en sachant que je n'accepterais pas de poste là-bas, même si on me l'offrait. Le deuxième entretien était différent. Horizon Collective opérait depuis un entrepôt reconverti dans un quartier industriel qui était lentement transformé par des artistes et des petites entreprises. Le bâtiment avait des murs en briques apparentes et de hauts plafonds avec des poutres métalliques. Des plantes suspendues à des crochets créaient de petites poches de verdure dans tout l'espace de travail ouvert. Simone Keller, la responsable du recrutement, m'a rencontré dans une petite salle de conférence avec un mur de fenêtres donnant sur la rue. Elle avait les cheveux argentés coupés en un carré précis et portait des lunettes à monture sombre qui lui donnaient un air d'intelligence vive. Elle m'a serré la main fermement et m'a fait signe de m'asseoir. Elle a examiné mon CV en silence pendant une minute entière, son expression neutre. Quand elle est arrivée à l'interruption de 12 ans, elle s'est arrêtée. Je me suis préparé aux questions habituelles sur l'engagement et la pertinence. Au lieu de cela, elle a levé les yeux et a demandé « Quelles compétences avez-vous développées pendant cette période ?» La question m'a surprise. Pas « Pourquoi avez-vous quitté votre travail ?» mais « Qu'avez-vous appris pendant votre absence ?» J'ai expliqué la gestion de projets en coordonnant les collectes de fonds de l'école, l'optimisation budgétaire en gérant les finances du ménage, la coordination des parties prenantes en naviguant dans les relations avec les enseignants, les entraîneurs, la famille élargie. La gestion de crise en gérant tout, des urgences médicales au changement d'horaire de dernière minute. Simone a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a souri. C'est juste de la parentalité et de la gestion de ménage traduite en langage d'entreprise. Vous avez travaillé, vous n'étiez simplement pas payé. Elle a expliqué qu'Horizon Collective se spécialisait dans les campagnes de marketing pour les organisations à but non lucratif. Le travail nécessitait quelqu'un qui pouvait gérer plusieurs projets simultanément, communiquer efficacement avec diverses parties prenantes et opérer efficacement avec des budgets serrés. Tout ce que j'avais fait pendant 12 ans, juste avec une terminologie différente. Elle m'a offert le poste avant que je ne quitte le bâtiment. Coordinatrice marketing, gérant les campagnes de 3 à 5 clients à but non lucratif à la fois. Le salaire était modeste mais suffisant pour vivre. Les avantages comprenaient une assurance maladie et 2 semaines de congés payés. J'ai accepté avant d'atteindre l'ascenseur. Mon téléphone était en mode silencieux depuis que j'avais quitté la maison. Le jeudi soir, je l'ai finalement vérifié. 43 messages textes, 17 appels manqués, 3 messages vocaux. Les textos de Kevin suivaient une progression prévisible. D'abord, la confusion. Où es-tu? Quand rentres-tu? Puis, l'agacement. C'est vraiment gênant, Heather. Derek a un match et j'ai du travail. Tu dois revenir et t'occuper de tes responsabilités. Puis, la colère. Quel genre de mère abandonne sa famille? Les gens posent des questions et je ne sais pas quoi leur dire. Les messages devenaient de plus en plus désespérés au fil des jours. Au moins, dis-moi que tu vas bien. Tu fais peur à Derek. Mais Derek n'avait envoyé aucun message. Kevin utilisait notre fils comme un levier, supposant que la culpabilité me ramènerait à une vie que j'avais déjà quittée. Le vendredi matin, exactement 3 jours après mon départ, Patricia a envoyé l'email automatique que j'avais rédigé avant de partir. Bref, professionnel, dénué d'émotion. Je suis parti. Toute communication future passera par mon avocate. Patricia Brennan peut être contactée à l'adresse email et au numéro de téléphone suivant.
La réponse de Kevin est arrivée en quelques minutes. Tu ne peux pas partir comme ça. C'est un abandon. Je m'assurerai que tout le monde sache ce que tu as fait. Tu le regretteras. Je n'ai pas répondu. Patricia avait raison. Il ne pouvait pas manipuler ce qu'il ne pouvait pas atteindre. J'ai établi de nouvelles routines qui m'appartenaient entièrement. Des courses matinales le long de la rivière Willamette, où l'eau reflétait l'humeur du ciel du jour. D'autres coureurs hochaient la tête en passant, une reconnaissance silencieuse de l'espace et du but partagé. Personne ne me demandait où j'allais ni quand je reviendrais. Les après-midi, je travaillais dans un café appelé Bread & Ink. La barista, une femme d'une vingtaine d'années avec des cheveux violets courts, a appris ma commande après 2 visites. Café noir avec un sucre. Elle commençait à le préparer quand elle me voyait entrer. Cette petite reconnaissance, ce fait d'être vu et rappelé pour quelque chose d'aussi simple que la façon dont je prenais mon café, me semblait profond. Les soirs, je suivais un cours de poterie dans un centre communautaire à 6 pâtés de maison de mon appartement. L'instructeur, un homme patient nommé Robert, qui tournait des pots depuis 40 ans, nous a appris à centrer l'argile sur le tour et à la façonner avec des mains fermes. La plupart de ce que je faisais s'effondrait ou se fissurait. Robert disait que cela faisait partie de l'apprentissage. Tout ce que vous créez ne sera pas parfait, et c'est acceptable. Je lisais des romans que je choisissais moi-même. De la fiction littéraire que Kevin aurait qualifiée de prétentieuse. Des séries policières que Derek aurait trouvées ennuyeuses. Je prenais de longs bains sans que personne ne frappe à la porte pour demander quand j'aurais fini. Je dînais à 21h parce que j'en avais envie, pas parce que l'heure du repas familial avait été fixée à 18h30. J'ai découvert que j'appréciais vraiment ma propre compagnie. Je n'étais pas la femme ennuyeuse et inutile qu'il m'avait étiquetée. J'étais simplement une femme à qui on n'avait jamais donné l'espace d'être elle-même. 2 semaines après le début de ma nouvelle vie à Portland, j'étais assise chez Bread & Ink avec mon ordinateur portable ouvert, travaillant sur une proposition de campagne pour une organisation pour les jeunes sans-abri. Quand mon téléphone a vibré avec une notification que je ne m'attendais pas à voir. Quelqu'un m'avait identifié dans une publication Facebook. J'avais laissé mon compte actif mais dormant, ne publiant ni n'interagissant depuis mon départ. La notification venait du profil de Kevin. Mon doigt a plané sur l'écran un instant avant que je ne l'ouvre. La photographie datait de nos dernières vacances en famille, un voyage à la plage sur la côte de l'Oregon que nous avions fait 8 mois plus tôt. Sur l'image, je me tenais sur le sable avec mon bras autour de Derek. Nous sourions tous les deux, bronzés, portant les expressions détendues de personnes profitant de vacances. Derrière nous, l'océan s'étendait, bleu et calme sous un ciel sans nuages. Je me souvenais clairement de ce voyage. J'avais passé la majeure partie de celui-ci dans la cuisine de la location à préparer les repas pendant que Kevin allait à la pêche en haute mer avec une compagnie qu'il avait recherchée pendant des semaines. Derek s'était plaint de s'ennuyer et avait passé son temps sur son téléphone. J'avais souri pour cette photo parce que c'est ce qu'on fait en vacances en famille. On sourit, on fait semblant que tout va bien, et on documente le bonheur pour que les gens à la maison le voient. La légende de Kevin m'a noué l'estomac de colère. S'il vous plaît, si quelqu'un la voit, dites-lui que nous voulons juste qu'elle rentre à la maison. Nous l'aimons et elle nous manque. Heather, si tu lis ceci, nous sommes désolés. S'il te plaît, reviens. Derek est dévasté. La publication avait été publiée 3 heures plus tôt. Elle avait déjà plus de 200 réactions et 60 commentaires. Je les ai fait défiler lentement, lisant chacun d'eux. Son collègue Brian du bureau régional, je prie pour vous, mon ami. J'espère qu'elle rentrera saine et sauve. Notre voisine Margaret, oh, Kevin, c'est si déchirant. Nous pensons tous à toi et à Derek. Sandra des dîners de travail, j'envoie de la force à votre famille pendant cette période difficile. Le récit que Kevin avait construit était magistral dans sa manipulation. Il était le mari dévoué, désespéré du retour de sa femme. Derek était le fils traumatisé, à qui sa mère manquait. J'étais la femme instable qui avait inexplicablement disparu, vivant peut-être une crise de santé mentale qui me mettait en danger. Personne ne remettait en question sa version des faits. Personne ne se demandait pourquoi une épouse et une mère dévouée qui avaient passé 12 ans à tout sacrifier disparaîtraient soudainement. Ils acceptaient simplement que j'étais le problème, que quelque chose n'allait pas chez moi, que Kevin et Derek étaient les victimes de mon comportement irrationnel. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai quitté le café.
De retour dans mon appartement, j'ai créé un faux compte Facebook. J'ai utilisé une photo de stock d'un Golden Retriever que j'ai trouvé en ligne comme photo de profil. J'ai nommé le compte Belle et Thompson, un nom générique qui pourrait appartenir à n'importe qui. Grâce à ce compte, je pouvais observer la performance de Kevin sans qu'il sache que j'observais. Les commentaires sur sa publication ont continué à s'accumuler tout au long de la soirée. La mère de Kevin, Patricia, je prie pour votre famille, Kevin. Heather m'a toujours semblé fragile. J'espère qu'elle obtiendra l'aide dont elle a besoin. Sa sœur, Rebecca, tu es si fort de gérer cela avec grâce. Derek a de la chance de t'avoir. D'autres voisins, d'autres collègues, d'autres connaissances de l'école et des équipes sportives de Derek, tous exprimant leur sympathie pour Kevin, tous offrant des prières et du soutien, tous partageant la publication pour étendre sa portée. Les femmes de l'association des parents d'élèves, des femmes avec qui j'avais passé des centaines d'heures à faire du bénévolat, à coordonner des collectes de fonds et à organiser des événements, ont exprimé leur choc que je puisse faire quelque chose de si égoïste. Disparaître sans explication, abandonner ma famille, laisser mon mari tout gérer seul. Une seule personne a commenté quelque chose de différent. Lisa Martinez, une femme dont je me souvenais à peine des années d'école primaire de Derek. Son fils avait été dans la classe de 3e année de Derek. Nous avions échangé quelques conversations agréables à la sortie de l'école, mais n'avions jamais été proches. Le commentaire de Lisa disait, « Quelqu'un n'a-t-il envisagé de demander pourquoi elle est partie ?» J'ai fixé ces 8 mots. Quelqu'un avait posé la question que personne d'autre ne semblait vouloir considérer. Pourquoi une femme qui semblait dévouée à sa famille partirait-elle soudainement? Que s'était-il passé dont personne ne parlait? Le commentaire de Lisa n'a reçu aucun « j'aime ». En 1 heure, 2 personnes lui ont répondu. Ce n'est pas le moment de blâmer, Lisa. Kevin en a déjà assez sans que les gens le remettent en question. Lisa n'a plus commenté. J'ai fait des captures d'écran de tout. La publication de Kevin, les commentaires, les réactions, le récit qu'il construisait sur mon instabilité et sa victimisation. Tout était documenté et sauvegardé dans un dossier que j'ai intitulé « Preuve ». Le lundi matin, exactement 1 semaine après la publication de Kevin sur Facebook, Patricia Brennan a déposé les papiers du divorce en mon nom. Elle les avait préparés méticuleusement au cours des jours précédents, intégrant tout ce que j'avais fourni lors de nos consultations. La requête demandait une ordonnance de ne pas faire préventive empêchant Kevin de me contacter directement. Toute communication passerait par Patricia. Le dépôt comprenait un décompte complet des biens matrimoniaux. La maison achetée il y a 8 ans, actuellement évaluée à 420 000 $, avec 200 000 $ restants sur l'hypothèque. Le compte de retraite de Kevin par l'intermédiaire de son employeur, contenant environ 180 000 $. Un portefeuille d'investissement géré par son conseiller financier, évalué à 95 000 $. Sa pension, qui arriverait à maturité dans 12 ans. Les documents détaillaient mes contributions dans un langage qui traduisait le travail non rémunéré en valeur monétaire. 12 ans de gestion du ménage, de garde d'enfants, de préparation des repas, d'entretien de la maison, de coordination sociale. Patricia avait calculé ce que j'aurais gagné si j'avais poursuivi ma carrière en marketing avec des promotions normales tous les 3 à 4 ans et des augmentations de salaire correspondant aux normes de l'industrie. Le chiffre était stupéfiant une fois accumulé sur 12 ans. Le dépôt comprenait une déclaration expliquant pourquoi j'étais parti, mauvais traitements émotionnels et manque de respect continu, culminant avec l'incident de la fête des mères où j'ai reçu un mug me qualifiant d'inutile. Pendant que mon mari et mon fils riaient et enregistraient mon humiliation pour la distribuer sur les réseaux sociaux. Patricia a fait en sorte que les papiers soient signifiés à Kevin à son bureau. Elle a choisi le moment délibérément, le mercredi après-midi, lors d'une réunion avec son directeur régional et 2 collègues. L'huissier est entré dans la salle de conférence, a demandé Kevin Caldwell par son nom, et lui a remis l'enveloppe devant tout le monde. Impact maximal, humiliation maximale. Je n'ai ressenti aucune culpabilité quant à la nature publique de la signification. Seulement la satisfaction qu'il ressente une fraction de ce que j'avais ressenti en tenant ce mug dans cette cuisine. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai réactivé mon propre compte Facebook, dormant depuis mon départ. Ma photo de profil était démodée, montrant une version de moi-même d'il y a 3 ans lors d'un pique-nique d'entreprise, souriant d'une manière qui ne ressemblait plus à mon apparence ni à mes sentiments. J'avais pris une photo du mug avant de partir. Une image simple avec le mug centré sur un fond blanc,
les lettres noires clairement lisibles. La femme la plus inutile du monde. J'ai téléchargé cette photo et j'ai écrit une légende. Le jour de la fête des mères, mon mari et mon fils m'ont offert ce mug. Ils ont ri comme si c'était une blague. J'ai souri, j'ai débarrassé la table et j'ai fait la vaisselle. Ce soir-là, j'ai réservé un billet aller simple. À tous ceux qui demandent où je suis allé quelque part où je ne suis pas inutile. Je n'ai pas identifié Kevin. Je n'ai pas identifié Derek. Je ne les ai pas nommés ni fourni de contexte supplémentaire. J'ai simplement énoncé des faits et laissé l'image parler d'elle-même. Je l'ai publié à 21h30 le mercredi soir et j'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'ai pas attendu les réactions. J'ai pris un bain, j'ai lu 3 chapitres du roman sur ma table de chevet, et je me suis endormi. Le matin, la publication avait été partagée 500 fois. À midi, 3000 fois. Mon téléphone, que j'avais mis en mode silencieux, affichait 147 notifications. Quand je l'ai finalement vérifié, des messages de femmes à qui je n'avais pas parlé depuis des décennies. Des amis d'université, d'anciennes collègues, des parentes éloignées. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas. Tu étais trop bien pour lui. Merci d'avoir partagé ça. Mon ex a fait des choses similaires. Les commentaires sur ma publication débordaient de soutien et de reconnaissance. Des femmes partageant leurs propres histoires de dévalorisation, d'être traitées comme des fonctionnaires plutôt que comme des partenaires, d'être censées rire de leur propre dévaluation. Plus significativement, le récit autour de la publication de Kevin a radicalement changé. Les gens ont commencé à commenter avec des questions. Pourquoi avait-il offert un cadeau aussi cruel à sa femme? Quel genre de mari traite la mère de son enfant avec un tel manque de respect? Les réactions de sympathie se sont transformées en scepticisme. Les prières en critique. Plusieurs femmes qui avaient assisté à ces dîners d'entreprise avec leur propre mari ont envoyé des messages privés. Sandra, qui s'était assise en face de moi à table pour faire la petite conversation, a écrit « J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la façon dont il te parlait. Je suis désolée de n'avoir jamais rien dit. » La publication de Kevin sur Facebook a été soudainement recontextualisée, non pas comme l'appel d'un mari désespéré, mais comme la manipulation d'un homme essayant de contrôler un récit qui lui échappait. J'ai observé tout cela se dérouler à travers mon faux compte Belle Thompson, documentant tout avec des captures d'écran, le changement d'opinion publique, les questions que les gens posaient enfin, la reconnaissance que peut-être, juste peut-être, l'épouse dévouée n'était pas partie sans raison. Kevin a tenté de limiter les dégâts ce soir-là. Il a publié une longue déclaration affirmant que le mug avait été une blague sortie de son contexte, qu'il n'avait jamais eu l'intention de me blesser, qu'il m'aimait et voulait travailler sur notre mariage. La publication était soigneusement formulée, probablement revue par quelqu'un ayant de l'expérience en communication, mais elle sonnait faux. La section des commentaires est devenue un champ de bataille. Certaines personnes l'ont défendu. La plupart ne l'ont pas fait. La conversation avait changé et il ne pouvait pas la faire revenir en arrière. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre de mon appartement la soirée de Portland s'installer sur des rues inconnues. Le récit public n'était plus sous son contrôle. La vérité privée devenait enfin visible. 3 jours après la viralité de ma publication, Kevin a publié sa réponse. J'étais chez Horizon Collective quand la notification est apparue sur mon téléphone. Simone venait de m'assigner une campagne pour une organisation à but non lucratif spécialisée dans l'alphabétisation, et j'examinais leur précédent support marketing quand l'écran s'est allumé avec le nom de Kevin. La publication était longue, beaucoup plus longue que son activité habituelle sur les réseaux sociaux, le genre de déclaration qui avait clairement été rédigée et révisée, peut-être avec l'aide de quelqu'un qui comprenait les relations publiques. Le ton était un équilibre prudent entre la contrition et l'autodéfense. Il affirmait que le mug avait été une blague sortie de son contexte. Il insistait sur le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Il disait qu'il m'aimait et voulait travailler sur notre mariage. Il se décrivait comme dévasté par mon départ et choqué par l'attention publique que notre affaire privée recevait. Il affirmait qu'il m'avait toujours soutenu et ne pouvait pas comprendre comment j'avais interprété une farce inoffensive comme une cruauté délibérée. Le langage était poli, professionnel, presque convaincant si l'on ne connaissait pas la vérité derrière les mots. La section des commentaires racontait une autre histoire. Les femmes qui avaient vécu un traitement similaire ont immédiatement reconnu la déviation. Elles l'ont dénoncé avec une clarté brutale.
C'est du gaslighting classique. Vous avez humilié votre femme et maintenant vous jouez la victime. Le fait que vous appeliez en Corse à une farce inoffensive prouve que vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. Certains hommes l'ont défendu, bien que leur défense soit faible et inconfortable. Tout le monde fait des erreurs. Peut-être qu'elle réagit de manière excessive. Mais même ses commentaires ont reçu des réponses d'autres personnes qui voyaient clair dans son jeu. Ce qui m'a le plus surprise, ce sont les messages privés qui ont commencé à arriver de femmes avec qui j'avais passé des années à avoir des conversations polies lors des événements professionnels de Kevin. Sandra, qui s'était assise en face de moi lors de dîners d'entreprise pour discuter des candidatures universitaires de sa fille, a envoyé un message qui m'a serré la gorge. J'ai toujours pensé qu'il était méprisant envers toi. La façon dont il te coupait la parole au dîner me mettait mal à l'aise, mais je n'ai jamais rien dit. Je suis désolé pour ça. Je suis contente que tu sois partie. 3 autres épouses de l'entreprise de Kevin ont envoyé des messages similaires. Elles avaient toutes remarqué. Elles s'étaient toutes senties mal à l'aise. Elles étaient toutes restées silencieuses parce que ce n'était pas leur rôle d'intervenir dans le mariage de quelqu'un d'autre. L'image soigneusement construite de Kevin s'effritait en temps réel. Les commentaires sur ses publications ont diminué. Ses amis ont cessé d'interagir avec son contenu. Selon l'une des épouses qui m'a envoyé un message, son patron l'avait discrètement retiré d'un projet à haute visibilité qui l'aurait positionné pour une promotion. L'examen public affectait sa réputation professionnelle d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il devenait invisible, exactement ce que j'avais été pendant 12 ans. 4 jours après la tentative ratée de Kevin de limiter les dégâts, j'ai reçu un email de Derek. Le message est apparu dans ma boîte de réception tard un jeudi soir, alors que je travaillais sur la campagne d'alphabétisation à ma table de cuisine. L'email était formel d'une manière qui semblait artificielle pour un adolescent de 15 ans. Les phrases étaient soigneusement construites, le ton mesuré et contrôlé. Je pouvais dire que Kevin l'avait relu avant que Derek ne l'envoie. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu es partie. Tu me manques. On peut parler? Le message était court, seulement 3 phrases, mais je pouvais lire les couches sous les mots. La confusion était authentique. Derek avait 15 ans, assez grand pour reconnaître la cruauté quand il la voyait, mais assez jeune pour croire encore au récit de son père sur les blagues, les réactions excessives et les épouses qui ne supportaient pas les farces inoffensives. Je suis resté avec l'email pendant 1 heure avant de répondre. J'ai écrit et supprimé 3 versions différentes avant de me décider pour quelque chose qui équilibrait la fermeté et la compassion. Derek, je t'aime, mais j'ai besoin d'espace pour reconstruire ma vie. Ce qui s'est passé le jour de la fête des mères n'était pas une blague. Filmer l'humiliation de quelqu'un et le poster en ligne n'est pas la façon de traiter les gens que tu respectes. Quand tu seras prêt à avoir une conversation honnête à ce sujet, je suis là. Je n'ai pas eu de réponse immédiatement. Le silence a duré 3 jours. Je suis retourné à mes routines, travaillant chez Horizon Collective pendant la journée, suivant des cours de poterie le soir, courant le long de la rivière chaque matin avant que la ville ne se réveille complètement. Puis, le dimanche après-midi, un deuxième email est arrivé, plus court cette fois. La formalité avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait davantage à la vraie voix de Derek. Tu as raison. Je suis désolé. Papa est vraiment en colère à cause du divorce. Est-ce que je peux te rendre visite? J'ai répondu en quelques minutes, donnant mon adresse et listant les week-ends où j'étais disponible. La porte était ouverte. Il n'avait qu'à choisir de la franchir. L'audience préliminaire du divorce était prévue pour un mercredi matin fin octobre. Patricia m'avait préparé à ce à quoi m'attendre, une salle d'audience stérile, un juge qui avait entendu des centaines de cas similaires, des arguments de l'avocat de Kevin tentant de minimiser mes contributions et de maximiser ses droits. La salle d'audience sentait le polish et le vieux café. Des néons bourdonnaient au-dessus, baignant tout d'une lumière plate et institutionnelle. Kevin est arrivé vêtu d'un costume bleu marine sur mesure que je l'avais aidé à choisir il y a 2 ans pour une conférence régionale. Il avait l'air en tout point du professionnel accompli, lésé par des circonstances indépendantes de sa volonté. Son avocat était exactement ce à quoi je m'attendais, un homme d'une 60aine d'années avec des cheveux argentés et une montre chère, se déplaçant avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un habitué à gagner. Il s'est assis à côté de Kevin à la table du demandeur, examinant des documents avec un air de confiance ennuyé. Patricia s'est assise à côté de moi, vêtue d'un blazer gris pratique et de bijoux discrets. Son attitude était calme, concentrée,
complètement imperturbable par la performance qui se déroulait de l'autre côté de l'allée. Elle m'avait dit pendant notre préparation que les juges voyaient clair dans le théâtre rapidement. Ce qui comptait, c'était la documentation et la loi. L'avocat de Kevin a ouvert avec l'argument que Patricia avait prédit. Kevin avait été le principal soutien de famille tout au long du mariage. Il avait constitué le compte de retraite et le portefeuille d'investissement grâce à son propre travail et à sa discipline financière. J'avais choisi de quitter ma carrière, une décision que personne ne m'avait imposée. Maintenant, je tentais de réclamer la moitié d'actifs que je n'avais pas gagnés. L'argument a été prononcé en douceur, avec juste assez de sympathie pour Kevin pour le faire paraître raisonnable plutôt que vindicatif. J'ai observé le visage du juge pour une réaction et n'ai rien vu. Elle a écouté sans expression, prenant des notes occasionnelles. La contre-argumentation de Patricia a été dévastatrice dans sa précision. Elle a présenté le sacrifice de carrière que j'avais fait, y compris la documentation de mes performances professionnelles et de ma trajectoire avant de partir. Elle a montré les calculs de coûts d'opportunité, démontrant ce que j'aurais probablement gagné avec une progression normale sur 12 ans. Elle a affiché des preuves du travail domestique non rémunéré qui avait permis à Kevin de se concentrer sur sa carrière sans distraction. Puis elle a présenté les captures d'écran, les emails de Kevin à des collègues où il plaisantait sur le fait que j'étais difficile de vouloir assister à des événements d'entreprise, ses textos à des amis se plaignant d'avoir à aider aux tâches ménagères pendant les semaines où j'étais malade. Les publications de Derek sur les réseaux sociaux me qualifiant de service de nettoyage gratuit. L'expression du juge a légèrement changé, pas de façon spectaculaire, juste assez pour indiquer qu'elle voyait quelque chose qui changeait son évaluation. L'avocat de Kevin a objecté, affirmant que les captures d'écran étaient sorties de leur contexte et représentaient des incidents isolés plutôt que des schémas. Patricia a calmement noté que des incidents isolés s'étalant sur 12 ans constituaient un schéma. Quand les deux parties ont terminé leurs arguments, le juge a examiné ses notes en silence pendant ce qui a semblé une longue période. La salle d'audience était complètement silencieuse, à l'exception du bourdonnement des néons et du son lointain de pas dans le couloir extérieur. Finalement, elle a levé les yeux et a parlé. Sa voix était mesurée, professionnelle, portant le poids de quelqu'un qui avait pris ses décisions de nombreuses fois auparavant. Le choix de privilégier la carrière d'un conjoint par rapport à celle de l'autre ne diminue pas le droit du conjoint contributeur aux biens matrimoniaux. Les preuves présentées démontrent un travail non rémunéré substantiel qui a directement bénéficié à l'avancement professionnel du conjoint salarié. Une pension alimentaire provisoire est accordée d'un montant de $3 000 par mois, avec effet immédiat, en attendant le règlement final du divorce. Le visage de Kevin est devenu rouge. Son avocat s'est penché pour lui murmurer quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Patricia est restée complètement immobile à côté de moi, son expression neutre, mais j'ai décelé la plus petite pointe de satisfaction dans ses yeux. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas du bonheur exactement, quelque chose de plus substantiel. De la justification. La reconnaissance que mes contributions avaient de la valeur, que mon sacrifice avait un sens, que la loi voyait ce que Kevin avait refusé de reconnaître. Les paiements de pension alimentaire provisoire ont commencé la semaine suivante. $3 000 déposés sur mon compte le premier de chaque mois. Le montant était suffisant pour que je puisse réduire mes heures chez Horizon Collectif de temps plein à 30 heures par semaine, me donnant de l'espace pour me concentrer sur d'autres aspects de la reconstruction de ma vie. Je me suis inscrite à un programme de certification professionnelle en stratégie de marketing numérique avancé. Les cours étaient stimulants d'une manière que j'avais oublié d'apprécier, nécessitant de l'analyse, de la créativité et une réflexion stratégique qui me donnait l'impression d'exercer des muscles que je n'avais pas utilisés depuis des années. J'ai aussi commencé une thérapie avec le Dr Angela Morrison, une conseillère que Patricia m'avait recommandée, spécialisée dans l'aide aux femmes se remettant de relations émotionnellement abusives. Son bureau se trouvait dans une maison reconvertie près du centre-ville, avec des meubles confortables et des fenêtres donnant sur un jardin que quelqu'un entretenait avec soin. Lors de notre première séance, le docteur Morrison m'a demandé de décrire mon mariage en une phrase. J'ai réfléchi un instant et j'ai dit, j'ai passé 12 ans à me faire toute petite pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. Elle a hoché la tête lentement et a écrit quelque chose dans son carnet. Puis elle a levé les yeux et a dit, maintenant, nous allons vous apprendre à reprendre de la place. Apprendre à reprendre de la place a nécessité plus que les conseils du docteur Morrison et les cours de certification. Cela a nécessité de confronter les relations que j'avais laissées derrière moi et de déterminer lesquelles pouvaient être reconstruites et lesquelles devaient rester dans le passé.
Derek est arrivé un vendredi soir début novembre. Il avait pris le bus Greyhound de la maison, un trajet de 4 heures que Kevin avait refusé de faciliter. Quand j'ai interrogé Derek sur ce refus dans un texto coordonnant sa visite, il a répondu simplement « Papa dit que si je veux te voir, je peux me débrouiller. » Je l'ai rencontré à la gare routière du centre-ville. Il est descendu, portant un sac à dos et une veste qui semblait trop fine pour le temps de Portland. Il avait grandi depuis la dernière fois que je l'avais vu. Pas de façon spectaculaire, mais assez pour que je le remarque immédiatement. Il avait l'air plus âgé, plus fatigué. La confiance facile de l'enfance avait été remplacée par quelque chose de plus réservé. Nous avons marché jusqu'à un restaurant à 3 pâtés de maison de mon appartement, un endroit appelé The Brass Tap qui servait des hamburgers et avait des banquettes à haut dossier qui créaient de l'intimité. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, et pendant les 15 premières minutes, aucun de nous n'a abordé de sujet de fond. Derek m'a parlé de ses cours. J'ai posé des questions sur la saison de baseball. Il a mentionné un ami qui avait déménagé en Californie. J'ai décrit mon nouveau travail sans entrer dans les détails sur la raison pour laquelle j'avais eu besoin d'un nouveau travail. La conversation semblait performative. Nous tournions tous les deux autour de ce qui devait réellement être discuté. Puis Derek a posé son hamburger, s'est essuyé les mains sur une serviette et m'a regardé directement. « Papa est vraiment en colère, dit-il. Il dit que tu essaies de le détruire. » J'ai croisé son regard et j'ai gardé ma voix calme. Je n'essaie de détruire personne. Je me protège d'être détruite. Derek a baissé les yeux sur son assiette, picorant ses frites sans les manger. Il dit que tu prends tout. La maison, son argent de retraite, tout ça. Il a dû déménager dans un endroit plus petit à cause du règlement du divorce. J'avais anticipé cette conversation. Patricia m'avait prévenu que Kevin utiliserait Derek comme messager, qu'il se présenterait comme la victime d'un système injuste conçu pour punir les hommes. J'ai choisi mes mots avec soin. Derek, le règlement a été déterminé par un juge sur la base de la loi de l'État. Les biens accumulés pendant un mariage sont considérés comme appartenant conjointement, quel que soit celui qui a gagné le revenu. J'ai abandonné ma carrière pour soutenir l'avancement de ton père et pour être disponible pour toi. Ce sacrifice a de la valeur. Je ne prends rien qui ne soit pas légalement à moi. Il a continué à picorer ses frites. Il donne l'impression que tu es parti parce que tu t'ennuyais ou quelque chose comme ça, comme si tu en avais marre d'être mère et que tu avais décidé de recommencer à zéro. C'est ce que tu penses? Derek a hésité. Je ne sais pas quoi penser. Tu es juste parti. Un jour tu étais là à préparer le petit déjeuner comme toujours. Et le lendemain tu étais parti et papa paniquait et tout le monde à l'école me demandait si j'allais bien. Je me suis légèrement penché en avant, gardant mes mains visibles sur la table. Puis-je te demander quelque chose honnêtement? Te souviens-tu de ce que ton père et toi m'avez offert pour la fête des mères? Son expression a changé. L'inconfort a traversé son visage. Le mug. Te souviens-tu de ce qu'il disait? Il a hoché la tête lentement. La femme la plus inutile du monde. As-tu trouvé ça drôle à l'époque? Derek a détourné le regard, fixant quelque chose par-dessus mon épaule. Papa a dit que tu trouverais ça drôle. Il a dit que tu avais toujours eu un bon sens de l'humour pour ce genre de choses. Avais-je l'air de trouver ça drôle? Il est resté silencieux un long moment. Quand il a repris la parole, sa voix était plus basse. Non. Tu avais l'air blessé. Mais ensuite tu as ri, alors j'ai pensé que c'était peut-être acceptable. J'ai ri parce que c'est ce que je m'étais entraîné à faire. J'ai ri parce que j'avais passé 12 ans à être la personne qui pouvait encaisser une blague, qui ne mettait pas les choses mal à l'aise, qui souriait en étant traité comme si je ne comptais pas. Mais ce n'était pas acceptable, Derek. Et filmer ma réaction et prévoir de la poster en ligne n'était pas acceptable non plus. Le visage de Derek a rougi. Je ne l'ai pas posté. J'allais le faire, mais ensuite tu es parti et ça semblait bizarre de la poster après ça. Pourquoi allais-tu la poster en premier lieu? Il s'est agité inconfortablement. Je ne sais pas, papa pensait que ce serait drôle, comme pour montrer que notre famille pouvait plaisanter les uns avec les autres. À mes dépens. Je suppose que je n'y ai pas pensé comme ça. Puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai choisi mes prochains mots avec soin. Derek, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas parti parce que je m'ennuyais ou que j'en avais marre d'être mère.
Je suis parti parce que rester détruisait qui j'étais en tant que personne. Je m'étais rendue si petite, j'avais abandonné tant de moi-même, que j'existais à peine, sauf comme quelqu'un qui répondait aux besoins des autres. Le mug n'était pas la cause. C'était juste la preuve finale qui me montrait à quel point j'étais peu apprécié. Derek a de nouveau croisé mon regard. C'était vraiment si terrible de vivre avec nous? Je n'ai pas édulcoré les choses. Oui, ça l'était. Nous sommes restés en silence pendant plusieurs secondes. Le bruit du restaurant continuait autour de nous, d'autres conversations et rires d'autres tables, mais notre cabine semblait isolée de tout cela. Je suis désolé, dit finalement Derek. Je n'y ai jamais pensé de cette façon. Je pensais juste que c'était comme ça. Papa travaillait et tu faisais tout le reste. Je n'ai pas pensé à savoir si c'était juste. Tu étais un enfant. Ce n'était pas ta responsabilité de penser si le mariage de tes parents était équitable. Mais tu n'es plus un enfant. Tu as 15 ans, assez grand pour reconnaître quand quelqu'un est maltraité, même si cette personne est ta mère. Il a hoché la tête lentement. Papa parle de toi différemment maintenant, comme si tu étais l'ennemi ou quelque chose comme ça. C'est bizarre. Comment te sens-tu à ce sujet? Je ne sais pas, confus, je suppose. Les choses d'avant me manquent, mais je commence aussi à comprendre pourquoi tu ne pouvais pas rester. Il fit une pause, puis ajouta, est-ce que je peux revenir te voir? Genre, régulièrement? Oui, quand tu veux. La porte est toujours ouverte. Nous avons parlé pendant 3 heures de plus. Derek m'a posé des questions sur mon travail, mon appartement, sur ce qu'était Portland. Je lui ai posé des questions sur ses projets pour l'université, s'il jouait toujours au baseball, comment il gérait la colère de son père. La conversation n'était pas parfaite. Il y avait des silences gênés et des moments d'inconfort, mais elle était honnête d'une manière que notre relation précédente n'avait jamais été. 6 mois après mon départ, le divorce a été finalisé. Je suis retourné au même palais de justice, dans la même pièce stérile avec un éclairage fluorescent et une odeur de polish. Patricia était assise à côté de moi. Kevin était assis de l'autre côté de l'allée avec son avocat, tous deux affichant des expressions de frustration à peine dissimulées. Le juge a examiné l'accord de règlement final et a déclaré le mariage légalement dissous. J'ai reçu exactement ce que l'audience préliminaire avait établi, la moitié de la valeur nette de la maison, forçant Kevin à vendre et à déménager dans une propriété plus petite, la moitié de son compte de retraite, la moitié du portefeuille d'investissement. Le règlement était juste, calculé précisément selon la loi de l'État, réparti selon un précédent juridique clairement établi. Kevin m'a fusillé du regard à travers la salle d'audience pendant que le juge parlait. Je l'ai regardé en retour et n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, pas même de soulagement. Juste la certitude tranquille que j'avais fait le bon choix il y a 6 mois et chaque jour depuis. À l'extérieur du palais de justice, Patricia m'a serré la main. Tu l'as fait. Tu es parti et tu as survécu. Je l'ai corrigé doucement. J'ai fait plus que survivre. J'ai reconstruit. Elle a souri. Oui, c'est vrai. En me dirigeant vers ma voiture, j'ai pris une décision que j'envisageais depuis des semaines. Je me suis arrêté au bureau du greffier du comté sur le chemin du retour et j'ai rempli les papiers pour reprendre mon nom de jeune fille, Heather Sinclair. Le nom avec lequel j'étais né, le nom qui m'appartenait avant que je ne fusionne mon identité avec celle de quelqu'un d'autre. La femme qui avait été Heather Caldwell n'existait plus. Elle était morte le jour où elle s'était tenue dans une cuisine, tenant un mug qu'il a qualifié d'inutile, et avait décidé qu'elle en avait fini d'accepter cette évaluation. Écrire le mémoire a été plus difficile que je ne l'avais prévu. Non pas parce que je manquais de matière, mais parce que revisiter ces 12 années exigeait de reconnaître à quel point j'avais systématiquement renoncé à moi-même, combien de préférences j'avais oubliées, combien de rêves j'avais abandonnés, à quel point j'avais complètement perdu ma propre voix. J'écrivais le soir après le travail, assise à ma petite table de cuisine avec un café qui refroidissait pendant que je tapais. J'ai écrit sur le mug de la fête des mères, mais aussi sur les 1000 petites cruautés qui l'avaient précédé, les commentaires dédaigneux, les anniversaires oubliés, l'attente constante que j'absorbe la déception avec grâce et humour. Rebecca, mon agente littéraire, a lu le premier jet et m'a appelé en quelques heures. C'est puissant, Heather. Cela va résonner chez tellement de femmes qui ont vécu la même chose. Le livre a été vendu à un éditeur de taille moyenne appelé Clearview Press.
L'avance était modeste mais suffisamment significative pour compléter mes revenus et fournir un coussin financier pendant que je continuais à construire ma nouvelle vie. Choisir un titre a pris des semaines de délibération. Rebecca a suggéré plusieurs options qui semblaient trop abstraites ou trop victimisantes. Finalement, j'ai proposé quelque chose de simple et direct. La femme la plus inutile du monde. Comment je suis parti et j'ai trouvé mon but. La couverture présentait une photo de main lâchant un mug en céramique. Le moment du lâcher-prise figé dans le temps. La maquette de la couverture est arrivée 3 mois avant la publication, expédiée dans une enveloppe en carton protectrice que j'ai ouverte avec soin à ma table de cuisine. L'image était exactement comme je l'avais imaginé lors des conversations avec l'équipe de conception. Des mains lâchant un mug en céramique blanche, capturé en pleine chute sur un fond neutre. Le titre s'étirait en haut en lettres grasses. Mon nom, Heather Sinclair, apparaissait en bas. J'ai tenu la maquette et j'ai senti quelque chose changer en moi. C'était réel. Mon histoire, celle que j'avais eu peur de raconter pendant 12 ans, était sur le point de devenir publique d'une manière qui allait bien au-delà d'une simple publication sur Facebook. La date de publication a été fixée à début mai, un an après la fête des mères qui avait tout changé. Rebecca avait suggéré le moment délibérément. Le symbolisme ne serait pas perdu pour les lecteurs ou les médias couvrant la sortie. Les premières critiques ont commencé à apparaître 6 semaines avant la publication. Publisher Weekly l'a qualifié des examens sans concession de la violence psychologique déguisée en dynamique familiale. Kirkul l'a décrit comme une lecture essentielle pour quiconque se demande si son sacrifice a franchi la ligne de l'effacement de soi. Des magazines féminins ont demandé des interviews. Des animateurs de podcasts m'ont contacté pour savoir si je discuterais du livre dans leurs émissions. L'attention a été écrasante au début. J'étais habitué à travailler en coulisses chez Horizon Collective, à créer des campagnes pour des organisations plutôt qu'à être moi-même le sujet de l'intérêt public. Mais Rebecca m'a coaché pour les médias, m'apprenant à parler d'expériences douloureuses sans être à nouveau consumé par elles. Ma vie professionnelle s'était transformée parallèlement à ma vie personnelle. Simone m'a promu stratège senior 8 mois après mon arrivée chez Horizon Collective. Le rôle s'accompagnait d'une responsabilité accrue pour les relations clients et le développement de campagnes, ainsi que d'un salaire qui dépassait ce que j'avais gagné à mon précédent poste de marketing avant de quitter le marché du travail. Plus significativement, il dépassait ce que Kevin gagnait actuellement à son poste de vente régionale. Je le savais parce que Derek l'avait mentionné lors d'une de ses visites de week-end, non pas avec méchanceté, mais comme un simple fait. Son père s'était plaint d'argent fréquemment depuis le règlement du divorce, ne comprenant apparemment pas que le partage des biens ordonné par le tribunal n'était pas négociable en fonction de ses sentiments sur l'équité. La promotion m'a permis de diriger des campagnes qui me semblaient significatives d'une manière que mon travail précédent n'avait jamais été. J'ai développé des stratégies de collecte de fonds pour une organisation pour les jeunes sans-abri qui ont dépassé leur objectif annuel de 40%. J'ai créé des campagnes de sensibilisation pour une banque alimentaire qui ont abouti à 3 nouveaux partenariats d'entreprise. J'ai travaillé avec une organisation à but non lucratif de prévention de la violence domestique sur des messages qui ont atteint des communautés auparavant mal desservies par leur programme. Mes collègues sollicitaient mon avis sur les décisions importantes. Ils appréciaient ma perspective et intégraient mes idées dans leur propre travail. Lorsque des questions se posaient sur les publics cibles ou les stratégies de messagerie, les gens venaient à mon bureau pour me demander ce que je pensais. Être considérée comme compétente, être reconnue pour ses contributions, être appréciée pour son expertise plutôt que tolérée comme une infrastructure. Ces expériences semblaient révolutionnaires, même si elles auraient dû être ordinaires. Des invitations à des conférences arrivaient régulièrement. Des organisations axées sur le développement professionnel des femmes voulaient que je prenne la parole dans des panels sur la réinsertion professionnelle après des interruptions pour s'occuper de la famille. J'ai voyagé à Seattle, San Francisco, Denver, parlant à des auditoires de femmes qui avaient fait des sacrifices similaires et envisageaient des retours similaires. Après chaque présentation, des femmes venaient me voir avec leurs propres histoires. Elles avaient quitté leur carrière pour des obligations familiales. Elles avaient disparu dans des rôles de soutien. Elles avaient absorbé le manque de respect si progressivement qu'elles n'avaient pas reconnu que cela se produisait jusqu'à ce qu'elles puissent à peine respirer sous son poids. Beaucoup vivaient encore dans ces situations, essayant de déterminer si partir était possible, sage où valait la perturbation que cela causerait. J'ai répondu à chaque message qui arrivait via mon site web ou les réseaux sociaux. Je me souvenais de ce que c'était que de croire que j'étais seul.
De penser que mon expérience était unique. De me demander si le problème venait de moi plutôt que de la situation. Si le partage de mon histoire aidait ne serait-ce qu'une femme à reconnaître qu'elle méritait mieux, la vulnérabilité de la rendre publique était justifiée. Ma vie personnelle est devenue quelque chose que j'ai construit délibérément plutôt que quelque chose qui m'est arrivé par défaut. Je sortais occasionnellement, avec prudence, testant ce que les relations ressentaient quand elles étaient choisies plutôt que subies. Marcus, un graphiste que j'ai rencontré lors d'un vernissage auquel Simone m'avait invité, m'a emmené à des expositions d'art et a vraiment écouté quand j'ai expliqué quel tableau me touchait et pourquoi. Claire, une directrice d'organisation à but non lucratif avec qui j'ai collaboré sur une campagne, m'a invité à faire de la randonnée et ne s'est jamais attendue à ce que je gère toute la planification ou le travail émotionnel de maintien de l'amitié. Aucune de ces relations n'a évolué vers des engagements sérieux, et j'ai découvert que j'étais vraiment à l'aise avec ça. Je n'avais pas besoin d'un partenaire pour valider mon existence ou donner un sens à ma vie. J'avais appris à apprécier ma propre compagnie, à profiter de la solitude sans la ressentir comme de l'isolement. Les amitiés que je cultivais étaient réciproques d'une manière que mes relations précédentes n'avaient pas été. Simone m'envoyait des articles qu'elle pensait que je trouverais intéressants, et je faisais de même pour elle. Nous nous retrouvions pour le déjeuner et discutions des défis professionnels et des luttes personnelles avec un investissement égal dans les expériences de l'autre. Iris, ma propriétaire, m'invitait à prendre le thé dans son appartement toutes les quelques semaines et me racontait des histoires sur son propre divorce 30 ans plus tôt, sur la reconstruction de sa vie lorsque le soutien social pour de telles décisions était beaucoup moins courant. Les femmes de mon groupe de randonnée célébraient mes victoires et offraient leur soutien pendant les revers sans tenir de compte de qui avait contribué quoi à qui. Les relations, j'apprenais, pouvaient être équilibrées et vivifiantes plutôt qu'extractives et épuisantes. Derek venait la plupart des week-ends maintenant. Il avait 17 ans, plus grand que Kevin, préparant ses candidatures à l'université avec le sérieux de quelqu'un qui comprenait que ses décisions façonneraient son avenir. Nous cuisinions le dîner ensemble dans ma petite cuisine, expérimentant des recettes qu'aucun de nous n'avait essayées auparavant. Il posait des questions sur mon travail, mon mémoire, les conférences qui commençaient à remplir mon calendrier. Il m'a parlé de Sophie, sa petite amie depuis 6 mois. Elle avait 1 an de plus que lui à l'école, prévoyant d'étudier les sciences de l'environnement à l'Université d'État de l'Oregon. Derek la décrivait comme gentille, intelligente et ne tolérant le manque de respect de personne, y compris de lui. Je l'ai immédiatement aimée sans l'avoir rencontrée. Il m'a aussi dit, avec une neutralité prudente, que Kevin sortait avec quelqu'un de nouveau, une femme nommée Jennifer, qui avait 32 ans, une décennie de moins que moi. Derek la décrivait comme gentille, mais montrant déjà des signes d'épuisement à force d'essayer de répondre aux attentes de Kevin tout en maintenant sa propre carrière d'hygiéniste dentaire. « Je ne veux pas devenir comme papa », a dit Derek un soir alors que nous faisions la vaisselle après le dîner. « Je ne veux pas faire sentir à quelqu'un ce qu'il t'a fait sentir. » J'ai séché une assiette avec soin avant de répondre. La prise de conscience est la première étape. La croissance vient du choix de faire différemment chaque jour, surtout lorsque faire différemment est inconfortable ou demande plus d'efforts. Nous avons eu des conversations difficiles pendant ces visites. Sur le mug, les rires et son rôle dans la documentation de mon humiliation. Sur les années où il m'avait traité comme une infrastructure plutôt que comme une personne. Sur les hypothèses qu'il avait faites concernant le fonctionnement des mariages et la manière dont les parents devraient être traités. Derek a assumé ses erreurs sans rejeter la responsabilité sur sa jeunesse ou l'influence de son père. Il devenait un homme meilleur que Kevin ne l'avait jamais été. Cette prise de conscience m'a apporté plus de satisfaction que n'importe quel règlement de divorce ou contrat de livre n'aurait jamais pu le faire. Le mug original était toujours posé sur une étagère de mon salon, placé là où les visiteurs pouvaient le voir clairement. Quand les gens posaient des questions sur l'inscription, je racontais l'histoire sans honte ni amertume. Certains étaient horrifiés que quelqu'un puisse offrir un tel cadeau. D'autres hochaient la tête en signe de reconnaissance, voyant leurs propres expériences reflétées dans la mienne. Le mug n'était plus un symbole de mon inutilité. Il était devenu un témoignage de transformation, la preuve tangible que nous pouvons prendre les pires choses qui nous sont faites et les convertir en carburant pour devenir quelque chose de mieux. Mon mémoire sortirait dans 6 semaines. Les premières critiques étaient excellentes. Une société de production cinématographique avait exprimé un intérêt sérieux pour les droits d'adaptation. J'avais été invité à prendre la parole à une conférence sur le leadership féminin à Chicago, à laquelle assistaient plus de 2000 personnes chaque année. Rien de tout cela ne faisait partie d'un plan,
car je n'avais pas de plan quand je suis parti. Je savais seulement que je ne pouvais pas rester. La vengeance que j'avais prise n'était ni dramatique ni violente. C'était simplement refuser de participer à ma propre dévalorisation. C'était construire une vie si indéniablement épanouissante que tous ceux qui avaient accepté le récit de Kevin étaient forcés de reconsidérer leurs hypothèses. J'avais prouvé que la femme inutile n'avait jamais été inutile. Elle attendait juste la permission de démontrer sa valeur. Je me suis donné cette permission, et tout a changé. La femme que je suis devenue n'était pas la femme que j'avais été avant le mariage. Cette personne était partie, remplacée par quelqu'un qui comprenait le coût de se perdre et refusait de le payer à nouveau. Quelqu'un qui prenait sa place sans s'excuser. Quelqu'un qui savait que sa valeur ne dépendait de la reconnaissance de personne d'autre. J'étais Heather Sinclair. Pas la femme de quelqu'un, pas la mère de quelqu'un, bien que Derek serait toujours mon fils. Juste moi-même. Enfin, complètement, sans m'excuser, moi-même. Et c'était plus que suffisant. Si cette histoire de départ silencieux et de transformation puissante vous a captivé jusqu'à la fin, montrez votre soutien en appuyant sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été quand Heather a posté cette photo du mug avec ces mots simples et dévastateurs qui ont changé tout le récit public. Quel a été votre moment préféré? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes de courage et de réinvention comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.